L'enfant serpent. Il était une fois une femme qui se désolait de n'avoir pas d'enfant. Un jour, alors qu'elle cuisinait, elle aperçut un tout petit serpent au fond de la cheminée. Elle le trouva si mignon qu'elle dit tout haut: « Oh mon Dieu, si seulement j'avais un enfant, même si c'était un serpent !» Chose incroyable, son vœu fut exaucé et 9 mois après, elle mit au monde un petit serpent. Malgré le désagrément éprouvé par cette naissance, les parents le nommèrent Sami et lui donnèrent toute leur affection. Toutefois, ils s'accordèrent de le garder caché dans la maison. Mais Sami, bien qu'obéissant, se montra vite exigeant. Un jour, après avoir regardé par la fenêtre, il interpella sa mère. « Maman, habille-moi, je veux sortir jouer avec les autres enfants. »« Tu ne peux pas, tu es un serpent, » répondit tristement la mère. « Puisque c'est ainsi, je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Sa mère, très inquiète, finit par céder et Sami se fit beaucoup d'amis. Quelque temps après, à l'approche de l'été, pour la célébration de la circoncision, toutes les mamans tissèrent à leurs garçons des burnous blancs et des chéchillas rouges. Sami s'enthousiasma. « Moi aussi je veux être circoncis !» Sa mère tenta encore une fois de le raisonner. « Tu ne peux pas, tu es un serpent. »« Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Contrainte et forcée, elle lui organisa une fête et lui tissa un burnous et une chéchilla. Le temps passa et un matin, Sami vit ses camarades, ardoises à la main, se diriger vers l'école. Il courut trouver sa mère. « Je veux étudier comme mes amis. »« Tu ne peux pas, tu es un serpent. »« Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Ses parents se concertèrent et son père le conduisit chez le maître d'école qui fort heureusement accepta de l'inscrire. Et Sami devint un très bon élève. Longtemps après, alors que tous les enfants avaient grandi, une grande course de chevaux s'organisa. Chaque jeune homme devait y participer. Les jeunes filles, joliment parées, attendaient sur la ligne d'arrivée. Le champion serait choisi comme époux par la plus belle de toutes. Sami se préparait d'être de la partie quand sa mère lui dit « Tu ne peux pas, tu es un serpent. »« Alors je rampe jusqu'à mon lit, je ne me lève plus et je ne mange plus. » Finalement, son père lui harnacha un magnifique cheval. Et Sami provoqua la surprise en arrivant le premier. « Hurrah! Sami est notre champion !» cria la foule. Hélas, aucune des filles ne voulut de lui comme mari. Inconsolable, Sami rampa et se glissa sous les couvertures. Il menaça de ne plus s'alimenter jusqu'au jour où on lui trouverait une fiancée. Sa mère, contrainte et forcée, munie d'un panier garni de cadeaux, se mit à la recherche d'une jeune fille à marier. Elle en trouva une et le mariage s'organisa. Le soir des noces, on introduisit la mariée vêtue de sa robe blanche dans la chambre nuptiale et on l'installa sur le lit. Sami, qui était caché sur la poutre du plafond, se laissa tomber dans son giron. La pauvre fille s'enfuit en hurlant « Au secours! Un serpent !»
Samy retourna se coucher et refusa de manger. Sa mère, désespérée, reprit son panier et demanda la main d'une autre jeune fille. Le soir du mariage, Samy se laissa de nouveau tomber dans le giron de la mariée. Celle-ci, contrairement à la précédente, le prit dans ses mains et dit avec tendresse : « Si c'est cela le mari que le ciel m'envoie, il est le bienvenu. » Dès qu'elle prononça ces mots, un miracle se produisit. Le serpent se mua en magnifique jeune homme. Il se vêtit d'un burnous blanc, se coiffa d'une chéchillère rouge et se présenta devant les invités au bras de sa femme. Tout le monde était ravi, et la fête dura plusieurs jours et plusieurs nuits. Vous pouvez me croire, car j'y étais. Mon histoire a disparu, et moi, je suis revenue. L'homme qui épousa une ogresse. Jadis, malgré la mise en garde des siens, un homme épousa une très belle femme rencontrée dans la forêt. Il ne pouvait se douter que c'était une ogresse. Le jour, elle pétrissait le pain, roulait le couscous et vaquait aux occupations ménagères telles les autres femmes. Mais la nuit, elle se faufilait dans l'enclos où les bergers enfermaient leurs troupeaux et dévoraient une brebis. Les hommes de la tribu, très inquiets, se réunirent pour trouver une solution à ces disparitions. Le père du mari de l'ogresse se proposa. « Pour bien surveiller le troupeau, cette nuit je m'envelopperai dans ma djellaba noire et me dissimulerai au milieu des brebis. » L'ogresse, qui ignorait que son beau-père était dans l'enclos, se glissa comme à son habitude pour se rassasier de la brebis la plus grasse. Dans l'obscurité, elle saisit le vieux qui cria « Lâche-moi, immonde créature !» Elle retira sa main en bafouillant « Mais ce n'est que moi, ta belle-fille. J'ai entendu un agneau bêler et je suis venue voir s'il y avait un voleur. » Le vieux fit mine de la croire tant il avait peur, et dès le lever du jour, il alerta son fils. « Malheur, ta femme est une ogresse. Sauvons-nous pendant qu'il est encore temps. Quand elle aura décimé nos troupeaux, elle s'attaquera à nous. » Le fils protesta. « C'est impossible. Elle m'a donné une fille. Elle ne peut être une ogresse. » Comme l'homme ne voulait rien entendre, les siens le quittèrent. Ils déménagèrent en lui laissant sa part des bêtes, moutons, vaches, chevaux. Il resta seul avec sa femme et sa toute petite fille. Hélas, au fil des jours, son cheptel se rétrécissait. Aveuglé par l'amour qu'il portait à sa femme, il trouvait toujours une excuse à ses disparitions. Il se disait que les bêtes s'échappaient de l'enclos ou que le chacal les dévorait. Un jour, il revint plus tôt des champs et... horreur! Il découvrit sa femme, la tête plongée dans les entrailles d'une pouliche. Avant qu'elle ne l'aperçoive, il déposa sa fille sur ses épaules et s'enfuit à toutes jambes. Soudain, alors qu'il reprenait son souffle, sa fillette l'attrapa par les oreilles et lui dit « Oh, papa, j'ai faim et je grignoterai bien tes belles oreilles. » « Quoi? Ma propre enfant serait une ogresse ?» Sans hésiter, il la précipita dans la rivière profonde et continua sa course. Mais l'ogresse était déjà à ses trousses. Il faillit être rattrapé, ne fût-ce l'opportune présence d'un grand peuplier.
il grimpa jusqu'au sommet. L'ogresse se posta au pied de l'arbre et se mit à le menacer. « Jamais tu ne m'échapperas, car soufflera le vent d'hiver, tu tomberas et je te dévorerai. Soufflera le vent du printemps, tu tomberas et je te dévorerai. Soufflera le vent d'été, tu tomberas et je te dévorerai. Soufflera le vent d'automne, tu tomberas et je te dévorerai. » Depuis, chaque jour, sauf quand elle chassait pour se nourrir, elle s'acharnait sur le tronc de l'arbre qu'elle rongeait de ses dents pointues pour le couper. Terrifié, l'homme implorait. « Ô arbre de mon père et de ma mère, grossis, grossis !» Et juste au moment de se rompre, le tronc reprenait sa forme initiale. Le temps passa ainsi, et l'homme scrutait l'horizon dans l'espoir d'apercevoir quelqu'un qui pût le secourir. Un jour, il vit un vol d'oiseaux et cria dans sa direction. « Ô vous qui volez si haut! Allez dire à ma mère et à mon père que je suis en grand danger !» Les oiseaux migrateurs portèrent le message. Des cavaliers de sa tribu, armés, volèrent à son secours. Ils découvrirent le peuplier. Heureusement, l'ogresse était à la chasse. L'homme quitta vite son arbre, après avoir accroché son burnous à une branche, pour laisser croire qu'il était toujours là. Il enfourcha un cheval et fila avec ses sauveurs. À son retour, l'ogresse, rassurée par le burnous qui flottait sur la cime de l'arbre, continua ses menaces tout en rangeant le tronc. Ainsi, les saisons se succédèrent et vint l'automne venteux. Un matin, une tornade se leva et le burnous voleta dans l'air avant de tomber sur un rocher à proximité de l'arbre. « Ah ! Je t'avais dit que tu tomberais !» hurla l'ogresse en furie. Elle se jeta sur le burnous et le mordit avec une telle violence que toutes ses dents se brisèrent sur le rocher. On dit qu'elle en est morte. Quant à l'homme, il vécut en paix avec les siens. Mon histoire a pris la route du feu, et moi j'ai mangé d'urfis délicieux. L'astucieuse fille du paysan. Pour se trouver un vizir, un grand sultan posa une énigme à ses sujets. C'est un arbre qui possède 12 branches. Chacune des branches comporte 30 feuilles, et chacune des feuilles renferme 5 graines. Sera mon vizir celui qui, dès demain, me rapportera la réponse. Il arrivera au palais, nu et habillé à la fois, transporté et marchant à la fois. Parmi les hommes se trouvait un paysan ambitieux. Il courut consulter sa fille qu'il savait intelligente. Sans hésiter, elle lui dévoila la solution. « Père, l'arbre représente l'année, les branches les 12 mois, les feuilles les 30 jours. Quant aux graines, elles sont les 5 prières quotidiennes qu'effectue le musulman. » Mais comment être nu et habillé à la fois? Comment me déplacer à pied tout en étant transporté? C'est simple. Demain, très tôt, tu t'habilleras du seul vêtement que je vais te confectionner à partir d'un filet de pêcheur. Tu seras donc à la fois habillé et nu. Ensuite, tu n'auras qu'à monter sur notre jeune baudet. Comme tu as de longues jambes, elles toucheront le sol.
Tu seras donc à pied et à dos d'âne. » À l'aube, le paysan triompha et le sultan qui apprécia son intelligence en fit son vizir. Ainsi, le nouveau vizir gouverna grâce à l'aide discrète de sa fille. Mais, avec le temps, le sultan, qui était un homme d'esprit, eut un doute à son sujet. Un jour, il l'interrogea. « Voilà un moment que je t'observe. Tes solutions, bien qu'efficaces, ne me semblent pas être le fruit d'une intelligence masculine. Éclaire-moi par la vérité et tu seras pardonné. Si je découvre que tu m'as menti, je te ferai couper la tête. » Le vizir, confus, avoua. « Sire, je vous demande pardon. C'est ma fille unique qui me conseille. » Le monarque, qui n'avait pas trouvé la femme de ses rêves, lui pardonna et lui demanda la main de sa fille. Cette dernière accepta. Mais le sultan exigea d'elle de ne jamais intervenir dans les affaires du royaume sans y être invitée. Elle en fit serment. Le temps s'écoula dans l'harmonie et le respect des convenances, jusqu'au jour où un verdict injuste rendu par le sultan suscita le courroux de la jeune femme. Un pauvre paysan se trouva dépossédé de son ânon par un riche marchand qui prétendait que cet ânon était né de sa mule. Or, le sultan avait donné raison au marchand, bien que chacun sût que les mules sont stériles. Le paysan débouté, l'air attristé, quittait le palais quand la sultane l'interpella de sa fenêtre. « Hé, homme de bien, approche, je vais t'aider à récupérer ton animal. » Intrigué, le paysan écouta attentivement le conseil qu'elle lui souffla, et le sourire aux lèvres, il s'en retourna dans la salle d'audience et demanda la parole. « Sire, j'ai oublié de vous signaler un autre étrange phénomène dont j'ai été témoin. »« Lequel ? Parle vite. »« Un banc de poissons paissait dans le champ du marchand. »« Des poissons qui paissent ? Tu te moques de moi ? » Ô grand sultan, pourquoi ne pas admettre que tout peut arriver à l'époque où les mules mettent bas? Le sultan admit son erreur et fit restituer son bien au paysan, non sans exiger de lui une explication. « Dis-moi, pourquoi t'es-tu ravisé? De qui tiens-tu ces répliques astucieuses? »« D'une aimable femme du palais à sa fenêtre, sire. » Le sultan, furieux, se précipita auprès de son épouse. « Tu as rompu le pacte. Tu es intervenu dans les affaires du royaume sans que je te le demande. Emporte tout ce à quoi tu tiens et quitte ce palais dès demain matin. » La jeune femme accepta sans broncher la décision souveraine. Pour leur dernier dîner, discrètement, elle versa une poudre soporifique dans le café du sultan. Dès qu'il sombra dans un sommeil profond, elle l'enferma dans un coffre et l'emporta avec elle. Le lendemain, lorsque le sultan ouvrit les yeux, il fulmina. « Que fais-tu encore à mes côtés? Ne t'ai-je pas ordonné de t'en aller? Mais où suis-je » Elle répondit d'une voix tendre. « Monseigneur, je suis partie. Et tu as bien précisé que je pouvais emporter avec moi tout ce à quoi je tenais, n'est-ce pas? Et comme tu es mon bien le plus précieux, c'est toi que j'ai emporté. » Le sultan, désarmé, ne put retenir un sourire affectueux. Il dit alors avec douceur: « Mon épouse, je dois admettre que tu es vraiment subtile et sage.
je te décharge désormais de ton serment, car tes conseils me sont les plus précieux. Retournons chez nous, à présent. Mon histoire a suivi le cours de la rivière, et moi je suis restée avec les seigneurs. L'âne et le renard. Un jour, la fermière dépêcha l'âne pour porter 2 agneaux jusqu'au pâturage sur la colline où les bergers les attendaient. Sachant que Renard Vib serait aux aguets, la fermière multiplia les recommandations et l'âne promit d'être prudent. Justement, il trouva sur son chemin Vib le rusé, étalé sur le dos et gémissant. « Aïe! Aïe !» L'âne, généreux et pacifique, lui demanda. « Que t'arrive-t-il ?»« J'ai la patte brisée. Aïe! Pitié! Porte-moi !»« Impossible! Je transporte des agneaux et je sais que c'est là ton repas préféré. »« Je te promets de ne pas y toucher, mais ne me laisse pas ainsi à la merci des bergers. » L'âne eut finalement pitié et l'invita à grimper sur son dos. À peine quelques mètres, et Vib dévora le premier agneau. Il jeta ses os au loin. Le bruit attira l'attention de l'âne qui s'en inquiéta. « Mais qu'est-ce que j'entends là ?»« Ce n'est rien, ce n'est rien. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. » Puis il dévora le 2e agneau et jeta ses os. « Mais quel est donc ce bruit ?»« Ce n'est rien, te dis-je. Ce sont les bergers qui se lancent des cailloux d'une colline à une autre. » Continua le traître, avant de bondir d'un coup et de détaler dans la campagne. Pauvre âne! Il comprit trop tard qu'il venait d'être dupé et dut affronter les bergers qui l'attendaient. Mécontent d'avoir perdu 2 agneaux, ces derniers le rouèrent de coups. Et à chaque coup, l'âne jurait de se venger. Le temps passa et l'hiver s'annonça particulièrement rude. La nourriture se raréfia et les animaux avaient faim. L'âne qui n'avait oublié ni la duperie ni la bastonnade des bergers, un jour de grande disette et de grand gel, il s'étala et fit le mort devant la porte du renard. En sortant la première, la renarde le découvrit. Elle revint vite sur ses pas et réveilla son mari. « Lève-toi! Le ciel nous comble! L'âne est mort devant notre porte !» Vip sauta de son lit et se pourlécha les babines. « Quelle manne! De la viande fraîche! Ma femme, vraiment tu ne m'annonces que de bonnes nouvelles. Tu es mon porte-bonheur. » Mais comment l'introduire dans la maison pour le découper? L'idée surgit de l'esprit de la renarde. « Je vais attacher ta queue à la sienne et tu n'auras plus qu'à le tirer tout doucement. » Le renard acquiesça. Mais une fois les 2 queues bien liées ensemble, contre toute attente, l'âne se releva d'un bond et fila à toute vitesse, emportant son ennemi derrière lui. Traîné sur le sol gelé et caillouteux, Vib hurlait, implorait le pardon, mais l'âne continua sa course. Il le promena longtemps, afin que chacun puisse en rire. Puis il l'abandonna écorché vif sur le chemin tout en lui lançant. « N'oublie jamais, l'âne est endurant, mais il ne peut supporter plus que de raison. » Vieb le nomade. Dans la tribu nomade d'Ebnou Hillel, le jeune Vieb, fils du chef Ranem, était le meilleur des bergers. Rusé,
Grand cavalier, il maniait le sabre, parlait aux plantes et interrogeait le sable. Un jour, avant de changer de campement, les sages de la tribu désignèrent un groupe de jeunes garçons pour repérer les terres de leur nouvelle destination. C'était une épreuve d'initiation. Fiers d'entrer ainsi dans le cercle étroit des initiés, ils enfourchèrent leurs chevaux et galopèrent à bride abattue. Quelques jours après, ils revinrent fourbus de fatigue. Pressés de se reposer, ils entravèrent leur monture en aval de la réunion des sages qui les attendaient. Seul parmi eux, Vièbe prit la peine d'entraver sa jument en amont et fit les salutations d'usage avant de rejoindre la tente de ses parents. Un peu plus tard, les jeunes se présentèrent dignement devant leurs aînés qui les interrogèrent. « Alors, ce voyage, qu'en avez-vous retenu ?»« Rien de particulier, » répondirent les jeunes nomades. Ranem regarda son fils et insista. « Et toi, Vièbe, as-tu quelque chose à ajouter ?» Et à Vièbe d'expliquer. « Nous n'avons effectivement pas vu âme qui vive, mais la terre que nous avons repérée venait d'être traversée par une longue caravane. Une caravane qui comptait un dromadaire borgne, un dromadaire sans queue, un homme gaucher, une femme enceinte et une chienne qui venait d'avoir une portée. Les anciens, qui savaient la marque de la lignée, tendirent leurs oreilles afin de n'en rien rater. « Comment peux-tu être si précis alors qu'il n'y avait pas âme qui vive ?» Et Vièbe, inclinant légèrement la tête vers le bas, en signe de respect, continua. Les traces de la caravane sur le sol étaient visibles. Quant au reste, voici mes observations. Le dromadaire était borgne, car sur le bord de la route, l'herbe n'était broutée que d'un seul côté. Preuve que l'animal ne voit que d'un œil. L'autre dromadaire était sans queue, car il était le seul à avoir les crottes alignées. Preuve qu'il ne pouvait les disperser en agitant la queue. « Et l'homme gaucher, et la femme enceinte ?» insista un homme de l'assemblée. « Le sable parle. Comme vous savez, les nomades ne se séparent jamais de leurs bâtons, prêts à se battre en cas de danger. L'un d'entre eux, qui suivait à pied, portait constamment le sien de la main gauche. Quant à la femme enceinte, ses pas sur le sable montraient qu'en marchant, elle appuyait beaucoup plus sur les talons. Seule une femme alourdie par sa grossesse marche ainsi. « Et comment as-tu deviné que la chienne de cette tribu venait d'avoir des petits ?» La chienne qui suivait marchait par moments sur ses pattes arrière seulement, preuve qu'elle s'agrippait à une bête sur laquelle était posée sa portée. Cela, chez les chiens, nous l'avons tous constaté. Les sages qui étaient en admiration posèrent une dernière question. « Dis-nous pourquoi, en arrivant, contrairement aux autres garçons, tu as attaché ton cheval en amont. » J'ai senti la direction du vent. En aval, l'odeur du crottin de mon animal risquait de vous incommoder, vous, l'honorable assemblée. Conclut enfin Vièbe, qui fit une fois de plus l'admiration des siens. Tous les sages tournèrent leurs regards vers Ranem son père, qui dit avec fierté. « C'est ainsi, pour saisir ce qui est hors de portée, le héros hilalien possède sa main, son sabre, mais également le bord de ses cils. » De nos jours encore,
les récits des élégantes hardiesses de Vièbe enchantent petits et grands. Tirons les rois. La galette est préparée. Une fève dissimulée dans la pâte bien dorée. Nous allons la partager. Le plus jeune est désigné. Sous la table, il est caché. Et une part sera donnée à celui qu'il va nommer. La galette distribuée, chacun aime la savourer. Quand la fève est trouvée, quel convive est couronné? Qui sera la reine? Est-ce toi, Hélène, ou bien toi, Karen? Qui sera le roi? Est-ce toi, Benoît, ou bien toi, Éloi? Et pourquoi pas moi? Le rat de ville et le rat des champs. Autrefois, le rat de ville invita le rat des champs, d'une façon fort civile, à des reliefs d'ortolans. Sur un tapis de Turquie, le couvert se trouva mis. Je laisse à penser la vie que firent ces deux amis. Le régal fut fort honnête. Rien ne manquait au festin. Mais quelqu'un troubla la fête pendant qu'ils étaient en train. À la porte de la salle, ils entendirent du bruit. Le rat de ville détale, son camarade le suit. Le bruit cesse, on se retire. Rat en campagne aussitôt, et le citadin de dire « Achevons tout notre rôt ». « C'est assez, dit le rustique, demain vous viendrez chez moi. Ce n'est pas que je me pique de tous vos festins de roi. Mais rien ne vient m'interrompre, je mange tout à loisir. Adieu donc, fille du plaisir que la crainte peut corrompre. » Le renard et la cigogne. Compère le renard se mit un jour en frais et retint à dîner commère la cigogne. Le régal fut petit et sans beaucoup d'apprêt. Le galant, pour toute besogne, avait un brouet clair, il vivait chichement. Ce brouet fut par lui servi sur une assiette. La cigogne au long bec n'en put attraper miette, et le drôle eut lapé le tout en un moment. Pour se venger de cette tromperie, à quelque temps de là, la cigogne le prit. Volontiers, lui dit-il, car avec mes amis, je ne fais point cérémonie. À l'heure dite, il courut au logis de la cigogne, son hôtesse, loua très fort la politesse, trouva le dîner cuit à point. Bon appétit surtout, renard n'en manque point. Il se réjouissait à l'odeur de la viande, mise en menus morceaux qu'il croyait friande. On servit pour l'embarrasser en un vase à long col et d'étroite embouchure. Le bec de la cigogne y pouvait bien passer, mais le museau du cire était d'autre mesure. Il lui fallut à jeun retourner au logis, honteux comme un renard qu'une poule aurait pris, serrant la queue et portant bas l'oreille. Trompeur, c'est pour vous que j'écris. Attendez-vous à l'appareil. Le renard et le bouc. Capitaine Renard allait de compagnie avec son ami Bouc, des plus hauts encornés. Celui-ci ne voyait pas plus loin que son nez. L'autre était passé maître en fait de tromperie. La soif les obligea de descendre en un puits. Là, chacun d'eux se désaltère. Après qu'abondamment tous deux en eurent pris, le renard dit au bouc « Que ferons-nous, compère? Ce n'est pas tout de boire, il faut sortir d'ici. Lève tes pieds en haut et tes cornes aussi. Mets-les contre le mur. Le long de ton échine, je grimperai premièrement. Puis, sur tes cornes m'élevant, à l'aide de cette machine, de ce lieu-ci je sortirai. Après quoi, je t'en tirerai. » Par ma barbe, dit l'autre, il est bon, et je loue les gens bien sensés comme toi. Je n'aurais jamais, quant à moi, trouvé ce secret, je l'avoue. Le renard sort du puits, laisse son compagnon, et vous lui faites un beau sermon pour l'exhorter à patience. Si le ciel t'eût, dit-il, donné par excellence autant de jugement que de barbe au menton, tu n'aurais pas à la légère descendu dans ce puits. Or à Dieu, j'en suis hors. Tâche de t'en tirer et fais tous tes efforts. Car pour moi, j'ai certaine affaire qui ne me permet pas d'arrêter en chemin. En toute chose, il faut considérer la fin. Le petit poisson et le pêcheur. Petit poisson deviendra grand pourvu que Dieu lui prête vie. Mais le lâcher en attendant, je tiens pour moi que c'est folie. Car de le rattraper, il n'est pas trop certain. Un carpeau qui n'était encore que frottin fut pris par un pêcheur au bord d'une rivière. Tout fait nombre, dit l'homme en voyant son butin. Voilà commencement de chair et de festin. Mettons-le en notre gibecière.
Le pauvre Carpillon lui dit en sa manière « Que ferez-vous de moi? Je ne saurais fournir au plus qu'une demi-bouchée. Laissez-moi Carpe devenir, je serai par vous repêché. Quelque gros partisan m'achètera bien cher, au lieu qu'il vous en faut chercher peut-être encore 100 de ma taille pour faire un plat. Quel plat? Croyez-moi, rien qui vaille. » « Rien qui vaille. Eh bien soit, répartit le pêcheur. Poisson, mon bel ami qui faites le prêcheur, vous irez dans la poêle, et vous avez beau dire, dès ce soir, on vous fera frire. Un tien vaut, se dit-on, mieux que deux tu l'auras. L'un est sûr, l'autre ne l'est pas. Le loup et la cigogne. Les loups mangent gloutonnement. Un loup donc, étant de Frérie, se pressa, dit-on, tellement qu'il en pensa perdre la vie. Un os lui demeura bien avant au gosier. De bonheur pour ce loup qui ne pouvait crier, près de là passe une cigogne. Il lui fait signe, elle accourt. Voilà l'opératrice aussitôt en besogne. Elle retira l'os. Puis, pour un si bon tour, elle demanda son salaire. « Votre salaire, dit le loup, vous riez, ma bonne commère. Quoi? Ce n'est pas encore beaucoup d'avoir de mon gosier retiré votre cou? Allez, vous êtes une ingrate. Ne tombez jamais sous ma patte. » Le lion et le rat. Il faut autant qu'on peut obliger tout le monde. On a souvent besoin d'un plus petit que soi. De cette vérité, deux fables feront foi, tant la chose en preuve abonde. Entre les pattes d'un lion, un rat sortit de terre, assez à l'étourdi. Le roi des animaux, en cette occasion, montra ce qu'il était et lui donna la vie. Ce bienfait ne fut pas perdu. Quelqu'un aurait-il jamais cru qu'un lion d'un rat eût affaire? Cependant, il avint qu'au sortir des forêts, ce lion fut pris dans des rets dont ses rugissements ne le purent défaire. Sire Rat accourut et fit tant par ses dents qu'une maille rongée emporta tout l'ouvrage. Patience et longueur de temps font plus que force ni que rage. Le lièvre et la tortue. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage? Répartit l'animal léger. Ma commère, il vous faut purger avec 4 grains d'élébore. Sage ou non, je parie encore. Ainsi fut fait. Et de tous deux, on mit près du but les enjeux. Savoir quoi, ce n'est pas l'affaire, ni de quel juge l'on convainc. Notre lièvre n'avait que 4 pas à faire. J'entends de ce qu'il fait lorsque, près d'être atteint, il s'éloigne des chiens, les renvoie aux calendes et leur fait arpenter les landes. Ayant, dis-je, du temps de reste pour brouter, pour dormir et pour écouter d'où vient le vent, il laisse la tortue aller son train de sénateur. Elle part, elle s'évertue, elle se hâte avec lenteur. Lui, cependant, méprise une telle victoire, tient la gageure à peu de gloire, croit qu'il y va de son honneur de partir tard. Il broute, il se repose, il s'amuse à toute autre chose qu'à la gageure. À la fin, quand il vit que l'autre touchait presque au bout de la carrière, il partit comme un trait. Mais les élans qu'il fit furent vains. La tortue arriva la première. « Eh bien, lui cria-t-elle, avais-je pas raison? De quoi vous sert votre vitesse? Moi, l'emporter? Et que serait-ce si vous portiez une maison ?» Le laboureur et ses enfants. Travaillez, prenez de la peine. C'est le fond qui manque le moins. Un riche laboureur, sentant sa mort prochaine, fit venir ses enfants, leur parla sans témoin. Gardez-vous, leur dit-il, de vendre l'héritage que nous ont laissé nos parents. Un trésor est caché dedans. Je ne sais pas l'endroit, mais un peu de courage vous le fera trouver, vous en viendrez à bout. Remuez votre champ dès qu'on aura fait l'out. Creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où la main ne passe et repasse. Le père mort, les fils vous retournent le champ de ça, de là, partout, si bien qu'au bout de l'an, il en rapporta davantage. D'argent, point de cachet. Mais le père fut sage de leur montrer avant sa mort que le travail est un trésor. Le héron. Un jour, sur ses longs pieds, allait je ne sais où, le héron au long bec emmanché d'un long cou. Il côtoyait une rivière. L'onde était transparente ainsi qu'au plus beau jour.
Ma commère, la carpe, y faisait 1000 tours avec le brochet son compère. Le héron en eût fait aisément son profit. Tous approchaient du bord, l'oiseau n'avait qu'à prendre. Mais il crut mieux faire d'attendre qu'il eût un peu plus d'appétit. Il vivait de régime et mangeait à ses heures. Après quelques moments, l'appétit vint. L'oiseau, s'approchant du bord, vit sur l'eau des tanches qui sortaient du fond de ses demeures. Le mets ne lui plut pas, il s'attendait à mieux, et montrait un goût dédaigneux comme le rat du bon Horace. « Moi, des tanches, dit-il, moi, héron, que je fasse une si pauvre chair, et pour qui me prend-on » La tanche rebutée, il trouva du goujon. Du goujon, c'est bien là le dîner d'un héron. J'ouvrirai pour si peu le bec, ô Dieu ne plaise. Il l'ouvrit pour bien moins. Tout alla de façon qu'il ne vit plus aucun poisson. La faim le prit. Il fut tout heureux et tout aise de rencontrer un limaçon. Ne soyons pas si difficiles. Les plus accommodants, ce sont les plus habiles. On hasarde de perdre en voulant trop gagner. Gardez-vous de rien dédaigner, surtout quand vous avez à peu près votre compte. Bien des gens y sont pris. Ce n'est pas aux hérons que je parle. Écoutez, humains, un autre conte. Vous verrez que chez vous j'ai puisé ces leçons. Le chêne et le roseau. Le chêne un jour dit au roseau: « Vous avez bien sujet d'accuser la nature. Un roitelet pour vous est un pesant fardeau. Le moindre vent qui d'aventure fait rider la face de l'eau vous oblige à baisser la tête. Cependant que mon front, au Caucase pareil, non content d'arrêter les rayons du soleil, brave l'effort de la tempête. Tout vous est aquilon, tout me semble zéphyr. Encore si vous naissiez à l'abri du feuillage dont je couvre le voisinage, vous n'auriez pas tant à souffrir, je vous défendrais de l'orage. Mais vous naissez le plus souvent sur les humides bords des royaumes du vent. La nature envers vous me semble bien injuste. » Votre compassion, lui répondit l'arbuste, part d'un bon naturel, mais quittez ce souci. Les vents me sont moins qu'à vous redoutables. Je plie et ne romps pas. Vous avez jusqu'ici, contre leurs coups épouvantables, résisté sans courber le dos. Mais attendons la fin. Comme il disait ces mots, du bout de l'horizon accourt avec furie le plus terrible des enfants que le Nord eût porté jusque-là dans ses flancs. L'arbre tient bon. Le roseau plie. Le vent redouble ses efforts et fait si bien qu'il déracine celui de qui la tête au ciel était voisine et dont les pieds touchaient à l'empire des morts. Le corbeau et le renard. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage. « Eh, bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » À ces mots, le corbeau ne se sent pas de joie, et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec, laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage, sans doute. » Le corbeau, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Le hareng sort. Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur, une échelle haute, haute, haute. Et par terre, un hareng sort, sec, sec, sec. Il vient, tenant dans ses mains sales, 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 un marteau lourd, un grand clou pointu, pointu, pointu. Un peloton de ficelle gros, gros, gros. Alors, il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le clou pointu, toc, 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 tout en haut du grand mur blanc nu, nu, nu. Il laisse aller le marteau qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache au clou la ficelle longue, longue, longue. Et au bout, le hareng sort sec, sec, sec.
Il redescend de l'échelle haute, haute, haute. L'emporte avec le marteau lourd, lourd, lourd. Et puis, il s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis, le hareng sort sec, sec, sec. Au bout de cette ficelle longue, 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 très lentement se balance toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire simple, 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 pour mettre en fureur les gens graves, 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 et amuser les enfants petits, petits, petits. Le cancre. Il dit non avec la tête, mais il dit oui avec le cœur. Il dit oui à ce qu'il aime, il dit non au professeur. Il est debout, on le questionne, et tous les problèmes sont posés. Soudain, le fou rire le prend, et il efface tout, les chiffres et les mots, les dates et les noms, les phrases et les pièges, et malgré les menaces du maître, sous les huées des enfants prodiges, avec des craies de toutes les couleurs sur le tableau noir du malheur, il dessine le visage du bonheur.